Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? Cette semaine, on va voir l'or, l'argent, le maïs et le pétrole. C'est parti! Alors on va commencer avec l'or et plus rien n'arrête. Le gold, c'est bon, on a dépassé les 3000 $ l'once. On est même arrivé à 3040, en ce moment on est à 3020 au moment où je vous parle. Donc l'or, c'est l'un des actifs les plus performants de cette année, avec une hausse de plus de 15% depuis le début de l'année. Et pourtant, c'est quand même pas le meilleur actif. Les meilleurs rendements sur le marché des matières premières concernent l'argent et le café qui dépasse l'or, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc en year to date, depuis le début de l'année, on a l'or qui fait un peu plus de 15% depuis le 1er janvier, mais le silver, l'argent, c'est 18,05 et le café, c'est 18,63. La demande des banques centrales en janvier a chuté de plus de 60% de glissement annuel et a atteint 18,5 millions de tonnes. Même si on a une baisse de la part des banques centrales, ce n'est pas le cas des ETF, comme c'est ce qu'on va voir maintenant. On a des sociétés qui ont fait un peu des prévisions de prix pour l'or. Donc Macquarie prévoit un prix de l'or à 3500 $ au deuxième trimestre. Marcus Garvey prévoit 3150 $ et Goldman Sachs prévoit 3100 $ d'ici la fin de l'année. ANZ prévoit 3100 $ d'ici 3 mois et 3200 $ d'ici 6 mois. Alors ces prévisions valent ce qu'elles valent, mais ça pourrait donner un petit potentiel encore à l'or d'ici la fin de l'année. La Bolivie prévoit d'augmenter ses achats d'or pour ses réserves cette année et Bank of America indique que la Banque nationale de Pologne pourrait réduire ses achats d'or cette année tout en achetant potentiellement 50 tonnes supplémentaires. Alors je vous parlais des ETF tout à l'heure, c'est ce qu'on voit sur ce graphique où vous voyez donc en blanc la détention par les ETF en or qui est encore en hausse, et donc en bleu c'est le changement quotidien de détention, et donc on voit qu'il y a encore une forte hausse des détentions d'or par les ETF, ce qui représente un catalyseur haussier pour les prix de l'or, et ce malgré une baisse des prix, une baisse d'achat de la part des banques centrales. Maintenant on va parler de l'argent avec le ratio gold sur silver, donc or sur argent, qui est proche des plus hauts, et ça pourrait être une bonne nouvelle pour le prix de l'argent. Donc comme je vous l'ai dit, l'augmentation des prix de l'argent cette année dépasse celle de l'or. On est à 18% pour l'argent contre 15% pour l'or. L'argent se trade au-dessus des 33-34 $ l'once, ce qui représente son plus haut niveau depuis octobre 2014 et a clôturé à son plus haut niveau hebdomadaire depuis 2012. Le Silver Institute prévoit un déficit important sur le marché de l'argent pour la 5e année consécutive, malgré une croissance de l'offre due aux hausses de prix. Et ANZ note un ratio or sur argent qui est proche de ses sommets historiques et prévoit un prix des 34-36 $ l'once à court terme. Et c'est ce ratio or sur argent qui nous intéresse, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec donc en gris le ratio des cours de l'or contre le cours de l'argent, et en jaune la moyenne mobile à 10 ans, et ici en gris et en noir des moyennes mobiles à encore plus long terme. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce ratio or sur argent, il est d'environ 90 et proche des sommets historiques, il est beaucoup plus élevé que les moyennes à long terme, donc à 10 ans ou même à encore plus long terme, et que si on gardait ce prix de l'or à 3000, mais qu'on faisait baisser le ratio à 80, ce qui représente sa moyenne à long terme ici, on se retrouverait avec des prix de l'argent qui seraient d'environ 37,5 $. Alors évidemment, on pourrait avoir ce ratio qui rebaisse parce que c'est l'or qui baisse et l'argent reste stable, mais si c'est l'argent qui monte, on pourrait aller chercher ce genre de prix. Maintenant, la demande d'argent devrait atteindre 1,2 milliard d'onces en 2025, ce qui est similaire à 2024, avec une croissance dans l'industrie et dans l'investissement dans l'argent, mais une baisse dans les bijoux et l'argenterie. L'offre d'argent devrait augmenter de 3% pour atteindre 1,05 milliard d'onces, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis 11 ans. Les positions nettes sur l'argent augmentent significativement, mais restent loin des niveaux de surachat excessifs. Pour rappel, si vous voulez en savoir plus sur les positions nettes, vous pouvez aller voir notre vidéo sur le rapport CFTC qui en parle en détail.
Si on veut parler un peu des positions nettes sur l'argent, on les voit ici, donc en rouge, avec des positions nettes qui sont très élevées, même si elles ne sont pas au plus haut, ici. Et si on veut un peu plus de détails, on peut voir des positions acheteuses qui sont en hausse, alors que les positions vendeuses, ici en rouge, sont en baisse, ce qui explique les positions nettes en hausse, évidemment. Alors, est-ce qu'on est en condition de surachat? Sur ce graphique, on peut voir qu'on arrive au niveau de la tendance de la moyenne à long terme. Donc on pourrait se rapprocher de conditions de surachat, mais on n'a pas l'air d'y être encore. Donc on pourrait encore avoir du potentiel à la hausse sur l'argent. Une nouvelle hausse des prix de l'argent est d'ailleurs attendue si les droits de douane sur le Canada et le Mexique restent à 25%, en sachant que les États-Unis importent jusqu'à 70% d'argent de ces pays. Maintenant, on va parler du maïs avec les exportations qui sont au plus haut. Donc, on va commencer par parler un petit peu météo. On a une météo qui est assez mitigée, avec des perspectives météorologiques au Brésil qui s'améliorent, avec des précipitations attendues fin mars à avril, qui sont cruciales pour les récoltes de maïs. Mais par contre, aux États-Unis, les conditions météorologiques sont défavorables pour le maïs et le blé, avec une faible humidité du sol. Excusez-moi. Maintenant, on va parler des exportations qui progressent plus rapidement que les 5 dernières années aux États-Unis. C'est ce qu'on voit sur ce graphique où vous voyez le plus bas de 5 ans ici, le plus haut de 5 ans ici, et là la moyenne à 5 ans. Et en orange, vous pouvez voir l'année 2025, et donc on voit qu'on est au-dessus, au niveau des exportations aux États-Unis, on est au-dessus des plus hauts de 5 ans, donc on a de fortes exportations. Les droits de douane sur le Mexique et le Canada pourraient entraîner des mesures de rétorsion qui affectent le marché des céréales, le Mexique étant le plus grand destinataire de maïs américain. On aura aussi un rapport sur les perspectives de semis qui va paraître fin mars et qui pourrait être déterminant pour le maïs et le soja. Maintenant, si on regarde un peu le niveau des stocks de maïs, donc ici en blanc vous avez le prix du maïs et en bleu vous avez les stocks. Donc on a des stocks qui sont en hausse, mais en réalité si on regarde un peu, ils ne sont pas si élevés, ils sont même plutôt bas pour des stocks de fin de campagne. Par contre, ils sont tout de même 2 fois plus élevés qu'il y a 10 ans, donc c'est plutôt une pression baissière pour le prix du maïs. Maintenant, on va parler du pétrole avec des prix qui réagissent aux frappes américaines au Yémen. Donc, on a des frappes américaines au Yémen qui ont entraîné une hausse des prix du pétrole en début de semaine. Donald Trump a averti l'Iran que l'Iran serait tenu responsable de toute attaque venant de la part des Houthis. Israël mène aussi des frappes dans la bande de Gaza après l'échec des pourparlers de paix. Et on a eu une conversation entre Trump et Poutine sur un cessez-le-feu en Ukraine qui a eu lieu le 18 mars et qui n'a pas donné grand-chose concernant un cessez-le-feu en Ukraine. L'OPEP+ prévoit aussi d'augmenter sa production à partir du 1er avril avec une hausse mensuelle de 138 000 barils par jour. Sur ce graphique, on peut voir la saisonnalité des stocks de pétrole aux États-Unis. Donc ici vous pouvez voir le plus haut de 5 ans en gris, ici le plus bas de 5 ans, ici la moyenne à 5 ans, et en pointillé en bleu ici c'est l'année 2024, et en vert ici c'est l'année 2025. Donc comme vous le voyez, on a eu des stocks qui ont commencé par être très faibles, plus bas que la moyenne à 5 ans, et on allait finalement chercher l'année 2024, donc on a des stocks qui sont plutôt en hausse, ce qui pourrait indiquer une demande limitée à court terme ou une offre excessive. Donc, ce qu'on pourrait remettre un peu en relation avec des baisses de croissance aux États-Unis qui sont attendues, avec notamment l'une des Fed aux États-Unis, la Fed d'Atlanta si je ne me trompe pas, qui a fait des baisses de prévision de PIB aux États-Unis. Donc ça pourrait avoir une influence. Maintenant, Goldman Sachs a aussi prévu une augmentation de la demande de pétrole de 0,9 millions de barils par jour cette année. Macquarie Group prévoit un prix moyen du pétrole à 68 $ en 2025, avec des baisses qu'ils considèrent possibles, mais si elles ont lieu, elles seraient de courte durée. La Chine limite ses achats de pétrole russe en raison des sanctions américaines contre la Russie. Excusez-moi. Donald Trump menace de durcir les sanctions contre la Russie si elle ne coopère pas pour un cessez-le-feu en Ukraine. Et le marché espère ce cessez-le-feu
ce qui pourrait limiter de nouvelles hausses potentielles du pétrole. Alors sur ce graphique, on voit un peu le crack spread au pétrole. Alors pour rappel, le crack spread, c'est quoi? Le crack spread, c'est un indicateur du marché pétrolier qui mesure la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits raffinés obtenus à partir de ce pétrole. Il reflète la rentabilité des raffineries, car un spread élevé signifie que les marges de raffinage sont importantes, tandis qu'un crack spread faible indique une rentabilité plus réduite. Donc un crack spread en hausse est souvent un indicateur haussier pour le pétrole, car il incite les raffineries à augmenter leur demande de brut pour profiter de marges élevées, ce qui peut faire monter les prix du pétrole. Donc maintenant qu'on a défini le crack spread, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que le crack spread, en pointillé ici, il est en hausse. Et donc, si vous avez suivi, ça veut dire que c'est plutôt un facteur qui est haussier pour le pétrole. Donc bon, il ne faut pas se leurrer, hein, les prix du pétrole en ce moment ils rebondissent principalement pour des raisons géopolitiques, mais vu que ce crack spread est en hausse, ça peut aussi suggérer une hausse de prix dans un avenir proche, ou en tout cas un catalyseur haussier pour les prix du pétrole. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager à vos proches. Et on se retrouve dans 2 semaines pour votre émission Matières premières et fondamentaux. C'était Mathis Moufflet pour XTV.